Bonjour, bienvenue à Histoire de livres. J'ai un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro Alice Ronfort. Bonjour. Pour la publication du livre L'Inédit de Marie Cardinal. Avant de commencer cette entrevue, Alice, je me permets de situer un petit peu notre approche aujourd'hui. Alors, l'écriture d'un livre permet de regarder la vie par le rétroviseur, et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, tout en demeurant en mouvement dans notre vie présente. C'est un peu le cas que vous nous proposez, Alice, avec cet ouvrage, vraiment un cadeau de la rentrée littéraire cet automne. Vous nous situez un tout petit peu qui vous êtes par rapport à Marie Cardinal. Ben, je suis sa fille, celle du milieu. J'ai eu... C'est grâce à ça, d'ailleurs, que j'ai pu avoir accès à ces carnets personnels avec ma sœur Bénédicte. Voilà. Et donc, est-ce que vous voulez que je développe plus sur ce que je fais dans En fait, si on voulait situer pour les gens, Marie Cardinal est une auteure qui a marqué une certaine période de la vie culturelle au Québec. Oui, puis surtout française au départ. C'est quand même un auteur qui vivait... Enfin, elle est de nationalité et française et canadienne, mais je veux dire, vraiment sa notoriété est vraiment venue en France avec un livre qui s'appelait Les mots pour le dire, qu'elle a quand même vendu à 5 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas rien. Ça a vraiment été un livre culte pour toute une génération de femmes qui ont entre, je dirais, 50 ans et 80 ans. C'est-à-dire qu'elle a vraiment marqué ces femmes au début du féminisme et on l'a beaucoup associé justement au féminisme, à la lutte des femmes. Ce qui est intéressant dans l'inédit, c'est qu'on découvre... En fait, on découvre la vraie personne, l'humaine en arrière de toutes ces étiquettes. Et le livre commence justement en disant, parce que c'est un début d'entrevue, et elle dit, enfin c'est une autobiographie romancée, et donc Cardinal, qui est cette femme auteure, mais bon, on ne sait pas trop, dit, mais vous n'avez pas peur de vous compromettre avec moi? Et puis lui dit, mais pourquoi? Mais parce que... vous n'avez pas peur de l'étiquette qu'on m'a accolée? Et il dit, mais quelle étiquette? Ben, livre de femme. Donc, c'est vrai qu'elle a énormément souffert, quelque part, de cette étiquette que, c'est un livre de femme. Donc, c'était pas important. Donc, c'était un livre plutôt de un livre cosmétique, un livre plus accessoire dans la culture qui s'adressait à un public... de femmes qui prend le train et qui tricote. Or, l'œuvre de Marie Cardinal est beaucoup plus que ça. Bien sûr. Non seulement pour le reflet de la parole prise d'une génération, elle a aussi une philosophie de vie qui perdure à travers le temps. C'est très moderne, en fait. Ce qui nous a, ma sœur et moi, Bénédicte, ce qui nous a vraiment troublés, c'est qu'on a redécouvert un auteur. On a vraiment été subjugués par la qualité d'écriture de cette femme. Et parce très vite, on a essayé de dépasser le côté « c'est notre mère, on va lui rendre hommage ». Et c'est pas du tout un livre qui est basé là-dessus. Au contraire, il y a même des textes qui sont durs pour la famille, qui sont durs pour nous. Puis l'éditrice Annika Parence nous disait « mais vous êtes sûre que vous voulez que ça soit publié ?» On dit « oui, parce que ça fait partie de elle, de sa réflexion. » La vérité du personnage. Oui. C'était une femme de vérité, d'ailleurs. Oui. Mais on s'entend. Vous êtes 3 enfants, issus du couple Marie Cardinal et Jean-Pierre Ronfort. Tout à fait. Votre mère décède en 2001. Oui. OK. Le temps passe, vous vieillissez, vous prenez chacun votre rôle d'adulte et vous redécouvrez les textes de Marie Cardinal avec un regard différent. Oui, en fait, l'histoire de ces carnets en soi est un roman. Avant même le roman, il y a l'histoire des carnets. C'est-à-dire qu'à la mort de ma mère, mon père a mis dans des sacs en plastique, il a mis les carnets de ma mère, dans un sac en coutu, parce que chez nous, c'est comme ça, on est un peu bohème, mais on n'est pas trop filière. Et à sa mort, à la mort de mon père, on a récupéré ces sacs et on s'est dit, mais qui pourrait faire quelque chose? On a pensé à Hélène Penneau. Donc, on a donné les carnets à Hélène Penneau dans des sacs.
Et Hélène est décédée. Et quelques jours avant sa mort, elle m'a fait venir à l'hôpital et elle m'a remis les carnets. Et ça, c'était en 2007 ou 2008. Donc, je suis restée avec ces carnets que j'ai amenés chez l'agence Godwin, qui est l'agent qui s'occupe de moi, parce qu'ils ont des filières en métal. Je me suis dit, là, quand même, il ne faut pas exagérer. Puis ça, c'est resté là. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs en plastique? Et elle dit, bon, c'est Alice, elle a amené ça, c'est les carnets de sa mère. Puis là, Patrick Lumberger, qui est un agent littéraire là-bas, dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as dans les sacs en plastique? Cette valeur, oui. Et là, il nous a contactés, ma sœur et moi, et à partir de là, à peu près en 2009, on a commencé à faire un travail. Donc, relire les carnets. Relire les carnets. 2, identifier ce qui est des originaux, parce qu'il n'y a rien, c'est que de l'inédit. 3, scanner tous les romans pour pouvoir voir si ce qu'on lit dans les carnets qui sont tous écrits à la main n'a jamais été publié. Enfin, c'est un boulot d'archéologue absolument fabuleux. Donc, c'est une recherche en soi de dépouiller ce qui a déjà été publié et ce qui est vraiment inédit. Et ensuite, quel fil conducteur pouviez-vous trouver pour nous proposer cette lecture au-delà du temps qui est passé, là? En fait, on s'est retrouvés avec 3 types de matières. On s'est retrouvés avec des débuts de romans, qu'on pense que c'est des débuts de romans ou des variantes à des romans. On s'est retrouvés avec des textes qui n'ont rien à voir. Et on s'est retrouvés avec un journal intime qu'on a appelé le journal des doléances parce que c'est tellement sombre, on dit mon Dieu, mon Dieu. Et on a essayé de travailler sur une lecture à 3 niveaux. Donc il y a des parties de son journal, ces textes qui arrivent, qui viennent ponctuer l'entrevue et des textes où elle décrit la maison où elle vit, etc. etc. Donc c'est vraiment on peut avoir accès à sa littérature, à ce qu'elle pense d'elle-même, et en même temps à sa noirceur, à sa dépression, à son côté sombre aussi. Sa quête existentielle qui est présente dans plusieurs de ses ouvrages. Bien sûr. Mais sans votre apport, ces textes seraient passés complètement à l'oubli, alors que là, ils ont comme... ils ont une vie. Une vie et une vie qui va prolonger l'œuvre de Marie Cardinal. On le souhaite parce que franchement, ma sœur et moi, on a vraiment été totalement subjugués par la qualité de son écriture. On s'appelait, puis on se lisait des morceaux, puis on pleurait quasiment, pas sur la mer, sur l'écriture et sur ce que ça voulait dire. Et puis vraiment, pour nous, c'est aussi un travail un travail de mémoire. Mon père disait toujours, ce qui n'est pas publié n'existe pas. Et nous, on l'a fait avec beaucoup de sincérité en se disant, c'est publié, un livre c'est un livre, advienne que pourra, si ça intéresse les gens, ils liront, mais au moins c'est publié. Mais vous redonnez au vie. moins, Puis au moins c'est c'est dans quelque chose. Okay. J'aimerais bien avoir un aperçu et que les gens qui nous écoutent aient un petit aperçu de ce style très particulier de Marie Cardinal. Oui, ça c'est le style du journal. Peut-être qu'on pourrait... évoquer une introduction, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, 18 janvier 1977, j'ai de la difficulté à écrire. Une formidable envie d'écrire et puis, devant la page, plus rien. Ce n'est pas la vague qui roulait en moi qui s'est retirée, non. C'est qu'il n'y a même plus d'eau là où je sentais un océan. Je prends le cahier, le bic. Je me dis que la vague va déferler. Et puis, rien qu'à voir le papier blanc, je reste avec mon bic en main, comme si c'était une cuillère ou un couteau. Je n'en ai pas besoin. Rien. Et pourtant, il y a en moi ce gros livre étouffant que je n'ai jamais écrit. Quel effort pour chercher sa cachette et comment l'en extirper. Oh, quelle écriture magnifique. Au-delà du fait que ce soit votre mère, cette femme laisse un certain nombre de messages aux femmes et aux hommes de toute génération. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'un lecteur va y trouver? Moi, je trouve que c'est vraiment une réflexion sur la vie, sur la mort,
sur la vieillesse aussi, sur le rapport à ce corps qu'elle voit s'étioler, mais en même temps la conscience que son esprit est de plus en plus vif. Et c'est très touchant, il y a vraiment des passages qui sont très touchants sur Dieu, sur la mort, sur l'amour, sur la solitude, sur le corps qui veut exulter. C'est plutôt un livre, je dirais, c'est pas tellement un livre qu'il faut suivre comme une histoire. Moi, je sais que des gens que je connais l'ont lu, m'ont dit, on le prend, on le lit, on lit quelques pages, on repose, on médite là-dessus, on le reprend. C'est pas un livre suspense. Non, mais c'est un livre de chevet. Oui. C'est un livre héritage. Oui, absolument. C'est l'héritage de sa pensée qu'elle nous laisse. Et grâce à vous, qui est maintenant accessible, parce que nous aurions pu être privés de ce bonheur, de la suivre, de la voir évoluer vers les dernières années. Oui. J'imagine ces derniers carnets doivent dater des dernières années de sa vie. Oui, en fait, ce qui est aussi terrible, c'est qu'elle est quand même morte d'une façon dégradante. Elle voyait cette perte Oui, de capacité. Elle était aphasique, on ne sait pas si c'est aphasique mêlé d'Alzheimer. En tout cas, elle a perdu l'usage de la parole, elle ne pouvait plus écrire. Donc, ces carnets datent jusqu'à peu près 2000. Elle est morte en 2001, où il y avait encore des tentatives, et puis après, bon, elle n'a pas pu... OK. Mais elle parle beaucoup de la mémoire. Oui. C'est étonnant. Donc, elle avait la préoccupation que sa mémoire reste présente aussi, où elle l'a cultivée très longtemps. C'est une femme qui avait une grande culture aussi. Oui, bien sûr, c'est une agrégée de philo. Mes deux parents, d'ailleurs, étaient des bols... Oui, étaient des gens très culturellement très développés. Oui, mon père, il avait une agrégation de grec grammaire, grec ancien grammaire, et ma mère, elle était... Et pour l'époque, une femme qui avait une formation universitaire, si je reviens à votre mère, c'était quand même une sommité. Elle devait faire sa place dans un monde masculin, mais sa prise de parole lui a permis d'avoir accès au nom de plusieurs femmes qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer, de donner à cette génération. On pense à mai 68, entre autres, où elle a été une personne clé. On pense au mouvement féministe au Québec, où elle était largement impliquée aussi. Tout à fait, oui. OK. Est-ce que nous allons avoir le plaisir de voir d'autres manifestations reliées à cette publication-là? Est-ce que le livre en soi est le témoignage que vous laissez, ou si vous voulez aller davantage encore cultiver la mémoire de Marie On n'est Cardinal? pas... Bon, c'est sûr, il pourrait y avoir une exposition, il pourrait y avoir... Oui, mais on n'est pas... Ma sœur et moi, on est assez humbles par rapport à ça. Beaucoup de gens... En fait, c'est beaucoup les gens qui nous ont poussés, parce que nous, on s'est dit, ben non, on est un peu résistante à l'exploitation de l'objet Marie Cardinal, mais je sais que, bon, il reste certains textes qu'on n'a pas pu insérer. Il y a 350 lettres qu'elle a écrites à mon père. Alors, il y aura peut-être d'autres ouvrages. Il y a de la matière, c'est tout. Alors, je me permets de vous féliciter d'abord d'avoir fait cette publication. Merci. De nous avoir livré ces inédits de Marie Cardinal, et j'espère que personne ne va l'oublier. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. À suivre avec une prochaine invitée dans quelques minutes. Merci. Bonjour et bienvenue à cette première émission de la rentrée d'automne. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui ma deuxième invitée qui s'appelle Nicole Gobeil. Bonjour Nicole. Bonjour Marie. Nicole est la traductrice et c'est grâce à elle que nous pouvons découvrir un tout nouveau livre qui s'intitule « Le journal des écrivains de la liberté ». Nicole, d'abord, dans quelles circonstances avez-vous pris connaissance de ce texte et de cette expérience magnifique?
J'ai pris connaissance au départ du film Écrire pour exister à la télévision, comme plusieurs. Et ensuite, bon, j'ai été beaucoup touchée par l'histoire, c'était un fait vécu, une histoire vraie d'un professeur en Californie. Ses étudiants avaient beaucoup de problèmes d'apprentissage, d'intolérance les uns envers les autres, différents problèmes socio-économiques aussi. De violence, d'appartenance à différents gangs de rue. Et puis, ils n'étaient pas beaucoup intéressés à l'étude, mais elle les a intéressés à la lecture en leur donnant des livres et également à l'écriture en leur donnant un cahier. Et au fil des jours, les étudiants ont commencé à écrire leur journal. Au début, c'était chacun pour soi, mais on commençait à s'apercevoir que finalement, malgré toutes les différences qu'il pouvait y avoir, il y avait aussi beaucoup de points en commun entre eux autres et que ce serait beaucoup mieux s'ils pouvaient s'aider les uns les autres plutôt que de toujours se combattre. Et donc, à travers les années, elle leur a enseigné durant 4 ans et leur dernier projet collectif a été de faire un livre avec leur journal, d'où vient le livre, le Journal des écrivains de la liberté. En anglais, oui. Ce livre, cette expérience littéraire, pour des jeunes qui étaient des jeunes de la rue, pratiquement, des jeunes méconnus, a donné lieu à la naissance d'un best-seller américain. Oui, effectivement, c'est un best-seller américain. Et moi, après avoir vu le film, j'ai dit, je suis intéressée à en connaître plus et je me suis procuré le livre qui était seulement disponible en anglais, heureusement ou malheureusement. Et donc, après en avoir fait la lecture, j'ai dit, je connais plusieurs personnes qui aimeraient lire ce livre-là, mais qui ne parlent pas anglais. Donc, j'ai fait différentes démarches et j'ai commencé à traduire le livre comme ça pour mon plaisir et pour pouvoir le partager avec ma famille, mon entourage proche. C'est ainsi que l'aventure est commencée, en fait. Sans cette audace de votre part de dire j'aimerais communiquer ça à plus de gens de mon entourage, ce livre en français n'aurait peut-être jamais vu le jour puisque les droits d'adaptation ou de traduction avaient été refusés en français par le premier éditeur. Oui, j'avais proposé mon manuscrit à un éditeur qui ne l'a pas accepté, mais suite à une rencontre avec vous au Salon du Livre de Montréal, là, on a travaillé à la correction, à la révision et aussi de faire des démarches pour moi-même acheter les droits d'auteur et pouvoir le produire moi-même. C'est très curieux puisque ce livre a été traduit dans différentes langues. Le film a voyagé dans tous les pays du monde et pourtant, en langue française, nous n'avions pas accès, avant la publication de Journal des écrivains de la liberté, nous n'avions pas accès à ce contenu francophone. Non, et je voyais sur Internet, par différentes discussions sur des forums, qu'il y avait un intérêt. Donc, j'ai dit, OK, on continue, on se lance dans l'aventure. J'ai fondé ma maison d'édition, les éditions Campanule, et ainsi, j'ai pu obtenir les droits d'auteur. Et c'est vraiment un tour de force qu'il faut souligner, puisque effectivement, sans votre collaboration très étroite avec cette maison d'édition anglophone, probablement que jamais nous aurions eu accès à cette publication en français. Je reviens maintenant sur le contenu de ce livre et sur les personnes qui pourraient être potentiellement des lecteurs qui en tireraient le meilleur profit. C'est-à-dire que le contenu nous ramène au journal intégral publié par les jeunes étudiants de la classe de Mme Erin Gruel. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Erin Gruel, c'est la professeure qui a fondé, après avoir enseigné durant 4 ans à ses étudiants, elle a fondé la Fondation des écrivains de la liberté. Et maintenant, elle enseigne à d'autres professeurs sa méthode, la méthode qu'elle a créée et qui a bien fonctionné avec ses étudiants et qui est beaucoup intégrée aux États-Unis là, dans les classes au secondaire. Maintenant, pour un lecteur ou une lectrice d'ici, ce livre s'adresse
aux jeunes eux-mêmes, mais s'adresse aussi aux éducateurs ou aux parents, toute personne qui accompagne des jeunes qui vivent des difficultés d'apprentissage ou d'intégration dans leur milieu. Ce livre peut devenir un outil pour mieux comprendre les phénomènes d'intégration chez les jeunes ou même les phénomènes de non-violence, de respect. On entre dans un contexte où on peut intervenir pour faire changer le cours des choses. Oui, pour les jeunes, oui, c'est un livre où plusieurs vont se reconnaître. Donc, c'est sûr que la problématique des gangs de rue est peut-être différente dans certaines régions du Québec, mais quand même, les problèmes il y a quand même partout des problèmes d'intégration, des problèmes d'apprentissage pour les jeunes. Et la méthode qu'elle employait, c'est d'être beaucoup... Elle était dynamique, c'est pas des cours très... formels. C'est plutôt innovateur. Elle allait beaucoup chercher leur création artistique, leur ouverture d'esprit. Elle les stimulait afin de rendre sa classe plus interactive. Plus interactive, oui, okay. Exactement. Et donc, oui, je vise le marché des jeunes, des professeurs, de tous gens qui interviennent dans le milieu scolaire ou en parallèle. Mais d'un autre côté, je ne cadre aucunement dans ce créneau-là et j'ai tellement aimé ce livre que j'en ai fait la traduction. Donc, c'est vraiment... en même temps, oui, ça va aller chercher les jeunes et les éducateurs, mais c'est un livre de croissance personnelle à sa façon. Mm-hmm. Effectivement, parce que lorsqu'on entre dans les textes, en fait, on entre dans l'expression que des jeunes adolescents nous font des difficultés qu'ils vivent au quotidien, et je dirais même de la survie au quotidien, puisque ces jeunes sont d'abord des jeunes qui sont marqués par leur origine ethnique, l'idée qu'ils ont été rejetés de leur milieu ou de leur équipe de jeunes ou de leur groupe de jeunes. Pour différentes raisons, leur confiance en eux est hypothéquée. Et pourtant, leur professeur va arriver à les faire se sentir des personnes responsables de leur propre vie. Et à partir de ce moment où ils peuvent s'exprimer, on a l'impression qu'on vient de les faire évoluer vers une autre façon de s'approprier leur vie. Non seulement ils étaient étiquetés, mais ils deviennent responsables de leur vie. Le message qui ressort de ce livre est vraiment un message très actuel pour les gens du Québec. Oui, oui. C'est vraiment universel. Le Québec étant de plus en plus multiethnique aussi, donc surtout dans la région de Montréal, mais de plus en plus en régions plus éloignées aussi. C'est vraiment une façon de s'ouvrir à différentes réalités, mais qui vont quand même nous apporter chacun un cheminement particulier, positif et être plus impliqué. Dans le fond, c'est de se trouver une passion, vraiment un intérêt qui défie tout. Et puis, c'est ça qu'elle a été chercher chez les jeunes. Elle leur a fait découvrir leur passion, que ce soit artistique, plus sportive ou académique, ou vraiment, trouvez-vous un intérêt et allez-y à fond. Au lieu de vous limiter à la violence qui vous entoure, trouvez autre chose, une porte de sortie différente et impliquez-vous. Trouvez-vous un sujet d'intérêt, une passion, et puis allez-y. Mm-hmm. Et c'est à travers l'écriture que les jeunes de la classe de Mme Gruel ont fini par découvrir exactement quel était leur chemin personnel vers l'accomplissement. On parle beaucoup de respect et de tolérance et de non-violence dans ce livre. Pourtant, les jeunes venaient, dans la plupart des cas, de milieux très violents. De quelle façon on peut appliquer ce message-là à la rentrée scolaire, par exemple, au Québec de cet automne? Disons que
On voit beaucoup Je crois que l'éducation se transforme. Dans différents journaux locaux, ils parlent de la rentrée scolaire au primaire et là, on voit que les professeurs essaient d'être très créatifs, imaginatifs et de créer des thèmes qui vont aller chercher les jeunes. Donc, c'est de continuer le même cheminement au secondaire et même cégep, université. C'est d'être... oui, chacun se doit d'être créatif et pour aller chercher l'intérêt des étudiants. Mm-hmm. Je trouve très intéressant d'avoir pu rendre accessible ce livre, parce qu'en même temps, ça nous ramène à l'idée que lire peut aussi faire changer les choses. Les jeunes qui ont accès à la lecture et qui peuvent ensuite s'exprimer librement font souvent un pas très important dans la construction de leur identité. Est-ce que vous avez pu constater à quel point ce phénomène peut être intéressant pour les professeurs ou le milieu éducatif, d'amener les jeunes à lire, à s'exprimer pour ensuite développer leur confiance en eux? Bien, c'est sûr que plus on lit, plus on développe un vocabulaire et plus on a de facilité à s'exprimer. Donc, ce qui était mon cas à moi, très jeune au primaire, au secondaire, j'adorais la lecture. Bon, par la suite, le travail a fait que j'ai eu moins de possibilités, mais c'est toujours en arrière de moi. Quand j'avais une chance de prendre un bon livre, un roman beaucoup, ou des faits vécus, des bibliographies, c'est toujours intéressant et de voir le cheminement des gens dans une biographie, de voir des fois un côté caché des gens, mais dans chaque livre, on va chercher une part de rêve, mais aussi une part de bien-être. Je dis souvent, Nicole Gobeil, je dis souvent aux gens que dans chaque livre, il y a un petit trésor caché. Exactement. Qui va nous permettre d'en apprendre davantage sur nous-mêmes à travers l'écriture de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-ci, c'est l'expression des jeunes qui est très touchante et qu'on aimerait partager avec le plus de lecteurs possible. À qui voudriez-vous confier ce livre? Tout jeune adolescent, tous les professeurs, mais aussi, comme je disais, vraiment à tout le monde. Tous ceux qui s'intéressent à la vie, au cheminement et à la croissance personnelle et au développement de la créativité et de la passion. Alors, merci beaucoup, Nicole, pour cette entrevue. Merci. Alors, j'aimerais conclure cette émission en vous remerciant d'avoir été présent avec nous aujourd'hui, en vous invitant à vous procurer le livre « Le journal des écrivains de la liberté », une traduction de Nicole Gobeil, disponible aux éditions Campanule dans toutes les librairies du Québec. Vous pouvez également, avec grand plaisir, vous procurer le film « Écrire pour exister » qui est toujours disponible dans les différents clubs vidéo. En espérant que la lecture pourra vous aider à en apprendre plus sur vos ados et sur vous-même, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bonne lecture.